Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle interview. Alors, on est sur la chaîne, comment dire, j'aime bien le slogan dire bienvenue sur la radio, mais on n'est pas sur la radio, sur la chaîne Enjoy Canal Plus New View. Et le slogan c'est Sun, Smile, Stars. En anglais c'est mieux, donc du coup voilà. Étoile, soleil et sourire, ça va pas très bien en français, mais voilà. J'aime bien dire ce slogan. Ça donne l'énergie, ça donne la pêche. Parce qu'ici, on est sur une chaîne qui donne, qui redonne le sourire. Et voilà. Et donc, là, je suis en duplex avec Bianca. Comment vas-tu, Bianca? Je vais très bien, merci. Et ça va, t'as la pêche, tranquille, t'es contente? Contente d'être ici? Oui, oui, je suis très contente d'être avec toi. C'est super. En plus, on est dans une ambiance bien, avec la musique derrière. C'est une ambiance très calme et c'est sereine, une ambiance zen. Et du coup, que représente pour toi l'entrepreneuriat? Ah, ben, ça a changé ma vie. Moi, je suis installée depuis 20 ans dans un cabinet. Avant, j'avais toujours été salariée toute ma vie. Donc, j'ai fait un grand pas. Je me suis préparée pendant 2 années pour passer à l'entreprise individuelle. Et ça a été un passage énorme. J'ai changé de métier et en plus, je suis passée du salariat au cabinet individuel, au cabinet en libéral. Et donc, c'était un grand, grand passage de ma vie, une vingtaine d'années. C'était extraordinaire. J'ai vraiment eu l'impression que je sortais de prison pour rentrer dans le monde libre. Voilà, c'était. Et depuis, ça, c'est vraiment ça. J'ai la sensation d'être un oiseau qui est sorti de sa cage, qui chante sur la branche de l'arbre. Voilà. C'est une belle image. Et pourquoi Oui. avoir décidé de te lancer sur cette thématique plutôt qu'une autre? Pourquoi cette thématique que tu fais, le coaching et tout ça? Non, je ne suis pas coach, hein, je suis thérapeute Hmm, quantique. Je ne fais pas de coaching. À la base, je d'accord. suis psychothérapeute et ensuite, je me suis formée à la psychogénéalogie. Je me suis formée au nettoyage des mémoires, les mémoires des âmes et les mémoires aussi qui concernent toute notre vie depuis qu'on a été dans le ventre de notre mère jusqu'à maintenant. Voilà, je travaille beaucoup là-dessus. Donc, je travaille sur différents plans. Moi, j'ai une vision globale de l'être humain et du coup, j'aide les personnes à se libérer de ce qui les encombre pour se déployer dans leur vie. Et donc, pour ça, j'utilise différents outils et je travaille sur différentes dimensions. D'accord. Et quel est ton outil principal de ton business, on va dire, ouais. Mon outil principal, ben, c'est écouter la personne, faire émerger quel est son besoin et comment je peux l'aider avec tous les outils que j'ai. Donc, je fais des séances quantiques à distance, je reçois dans mon cabinet aussi. Et puis, j'anime des stages, j'écris une dizaine de stages. Et je suis aussi auteur, j'ai écrit 5 livres, un cinquième qui va sortir bientôt. J'ai encore 2 ou 3 autres projets de livres. Voilà, donc je transmets aux personnes beaucoup de choses, comment exister avec leurs émotions, avec leur corps, comment être plus heureux, créer quelque chose de plus heureux dans leur vie. Voilà, je transmets beaucoup de choses. Et du coup, tu as parlé de tes formations. Tu veux en dire un peu plus? Quelles formations tu suivis en particulier qui t'ont aidé ou... Oui, oui, oui. Ma première formation, c'est la Gestalt thérapie. C'est ce qui m'a permis de faire de la psychothérapie. Donc, c'est un outil très puissant que j'ai fait à Paris. C'est une formation qui permet de vraiment être en contact avec la personne euh, et accéder à toutes ces dimensions, une dimension émotionnelle, corporelle, dans l'instant présent. Et la Gestalt thérapie, c'est vraiment basé sur la relation avec le thérapeute. Donc, c'est très puissant parce que c'est le lien qui se crée. Donc ça, c'est ma formation de base. Et puis après, comme je te l'ai dit à l'instant, je me suis formée en psychogénéalogie. Donc c'est une science qui permet de connaître en fait les lois qui gouvernent un arbre généalogique et qui permettent surtout de se libérer de ces lois parce qu'il y a beaucoup de lois dans la généalogie qui sont des lois qui enferment les individus, qui les empêchent de se développer dans leur vie. Donc moi, j'apporte cet outil pour que les personnes prennent conscience des conditionnements qu'ils ont à l'intérieur d'eux et je les aide à se libérer de ces conditionnements et de ces programmes pour être beaucoup plus libres dans leur vie. Donc ça, c'est la psychogénéalogie. Et puis ensuite, je me suis formée aussi dans ce qu'on appelle les archives akashiques, c'est-à-dire je peux aller dans les mémoires des vies antérieures de l'âme qui est la personne pour pouvoir les libérer et qu'ils se libèrent s'ils sont prêts à des mémoires anciennes. Et puis le quantique, en fait, le quantique, c'est une vision globale de l'être humain qui est en lien avec la physique quantique. C'est-à-dire que nous sommes des êtres composés d'énergie. Tout ce qui existe est composé d'énergie. Et nous vivons dans un champ d'énergie, le champ quantique.
Et moi, en fait, ce champ quantique, en fait, j'ai contact avec ce champ. Et moi, ce que je vis en tant que thérapeute quantique, c'est que ce champ dans lequel nous vivons, c'est un champ d'énergie, certes, mais c'est pas un champ d'énergie neutre. C'est en fait un champ d'énergie d'amour, dans lequel il y a plein de ressources de guérison. Donc, quand je fais des séances quantiques avec les personnes, j'invite, je connecte et je me connecte et je connecte la personne à ce champ d'amour. Et il y a possibilité à ce moment-là de guérir beaucoup de choses à l'intérieur de nous-mêmes, des mémoires, des souffrances, des émotions, plein de choses. Voilà. Et as-tu suivi des coachings ou des séminaires justement pour t'aider à tout ça? Des coachings. Non, pas de coaching, non, non, des formations. Voilà, D'accord. voilà, Pas tout des ce que coachings privés ou des choses comme ça ou... Ah non, 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 j'ai pas fait de coaching, non, non. Non, non, j'ai suivi Ou des des cours. stages, des séminaires comme, je veux dire, David Laroche, des choses comme ça, ou Anthony Robbins, ou des séminaires pour t'aider? Ah Non. ben oui, la formation que j'ai faite dans mon école de Gestalt, c'était 6 années de formation. Et ensuite, quand je me suis formée en psychogénéalogie, j'ai suivi une formation en une quinzaine de jours à Paris. Et ensuite, avec une école qui s'appelle Cassiopée. Et ensuite, j'ai fait une formation en archive akashique. Donc, c'était 3 stages de 5 jours. Et la formation quantique, j'ai fait 4 ou 5 stages aussi, voilà, sous forme ponctuelle, qui m'ont permis d'accéder à beaucoup de choses et de mettre tout ça en œuvre dans mon cabinet, dans les séances à distance. D'accord. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Dans quel domaine? Bah, selon, c'est un livre, comme tu veux, tu peux dire plusieurs domaines ou seulement un, c'est comme tu sens. Ah, mes sources d'inspiration. Ce qui m'inspire, il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée, qui est un maître indien qui s'appelle Osho, que je n'ai pas rencontré parce qu'il était déjà parti il y a quelques années, mais il m'a beaucoup apporté par ses livres, par sa façon de voir le monde, sa façon à la fois très méditative et puis aussi une vision de l'être humain dans sa globalité. Ça m'a beaucoup intéressée. Donc, il y a plein d'ouvrages maintenant qui sont sortis de lui. Il n'a jamais écrit de livre, mais tous ses enseignements, il passait beaucoup de journées à dispenser des enseignements par la voie orale en Inde. Et tous ces enseignements étaient enregistrés. Et maintenant, il y a beaucoup de livres qui existent de Osho. Il y a des tarots, des oracles aussi qui existent. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Et puis après, dans les années qui ont suivi, il y a eu Ernesto Ortiz, qui est donc celui qui m'a formé en archive akashique, qui est quelqu'un de très connu maintenant au niveau mondial, qui a écrit plusieurs livres et qui est quelqu'un d'une très belle personne, un chaman mexicain. Et ensuite, il y a une troisième personne qui m'a beaucoup inspirée, c'est Michael Rhodes. C'est un enseignant spirituel qui vit en Australie, qui est anglais au départ. Et lui aussi, il a écrit peut-être au moins une dizaine de livres. Et j'ai fait plusieurs séminaires avec lui qui concernent l'amour de soi-même. Et ça a transformé ma vie personnelle et ma vie de thérapeute. Voilà, donc ces trois figures-là sont 3 personnes qui ont été très importantes pour moi. Voilà, après, il y a beaucoup d'autres personnes qui m'intéressent aussi. Quelqu'un comme Craig Braden, par exemple, un Américain qui est un journaliste scientifique et qui était scientifique aussi à la base et qui a écrit plusieurs livres sur le quantique qui sont passionnants. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? C'est ce qui me vient en premier. Et il y a Michaela Ivanov aussi, qui était quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres aussi, qui a dispensé un enseignement spirituel. Et je trouve il dit beaucoup de choses très belles. Il a écrit beaucoup de livres et souvent je mets certaines citations dans mes livres, un petit peu en tête de chapitre, parce que je trouve que c'est très profond ce qu'il a écrit et c'est encore très actuel. Voilà un D'accord. petit peu ce qui me Et, vient. et, et, et parmi toutes ces inspirations, quelle est la rencontre qui t'a le plus impacté ou plus marqué? Si tu devais en choisir une. C'est l'enseignant Michael Rhodes. Vraiment, ça a D'accord. été un grand moment quand je l'ai rencontré. J'ai fait 3 séminaires avec lui et ça a bouleversé vraiment beaucoup de choses dans ma vision de la thérapie, dans ma vision de la guérison de l'être humain, parce que c'est grâce à lui que j'ai vraiment pu contacter ce que c'était que vraiment apprendre à m'aimer profondément et que si j'apprends à m'aimer profondément dans toutes mes dimensions, eh bien ça change tout à l'intérieur de moi et donc ça change tout dans ma vie. Et c'est devenu petit à petit vraiment l'axe principal de mon travail en tant que thérapeute, aider les personnes à apprendre à s'aimer profondément dans toutes leurs dimensions, parce qu'en fait, la plupart des gens ne s'aiment pas, voire se détestent, voire se jugent, se dénigrent, se méprisent, et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en se détestant,
ils créent dans leur vie des situations et des expériences douloureuses et difficiles. Parce qu'on ne peut pas se détester et en même temps créer dans sa vie des choses heureuses. Ça ne marche pas ensemble, en fait. Donc, apprendre à m'aimer, c'est apprendre à créer avec la vie des choses intéressantes, des belles choses, des choses heureuses pour moi. Ça va ensemble. Donc, je travaille beaucoup sur ce pouvoir créateur que nous avons tous en nous-mêmes, un pouvoir de créer les choses les pires et pouvoir de créer aussi les choses les plus belles en co-création avec la vie. Donc, l'amour de moi-même, c'est quelque chose de fondamental que je connaissais déjà, mais avec Michael Rhodes, j'ai appris à aller beaucoup plus loin là-dedans et ça m'a apporté énormément enrichi dans mon travail de tous les jours en tant que thérapeute. D'accord. Et oui, parce que tu dis, oui, effectivement, le fait c'est pas évident de tous les mots MAUX qu'on essaie de se libérer. Oui, effectivement, c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse nous libérer de ça parce que parfois on se rend pas compte, même parfois on se met on se rend pas compte qu'en fait ça nous nuit, ou on se rend pas compte non plus que ça, comment dire, je sais pas comment dire, que ça crée d'autres problèmes par la suite, ou que ça crée que ça a des conséquences en fait. C'est ça, exactement. C'est très important ce que tu dis. En fait, pour te donner un petit exemple concret, on a établi qu'une personne, un être humain comme toi et moi, on émet 60 000 pensées, 50 000 à 60 000 pensées par jour. Et pour quelqu'un qui n'a pas fait de travail de conscience, qui n'a pas fait de travail de guérison, ces 60 000 pensées, elles sont majoritairement négatives et elles sont majoritairement répétitives. Et elles sont majoritairement dénigrantes et jugeantes sur nous-mêmes. Et il faut savoir que ces pensées, ce n'est pas seulement des pensées. En fait, ces pensées, c'est une énergie. Au niveau quantique, ça peut se mesurer. On a fait des expériences aux États-Unis que quand on émet une pensée, en fait, on peut avoir une action sur la matière. Par exemple, on émet une pensée de détestation sur une plante qui est à distance dans un laboratoire, eh bien la plante va réagir. S'il y a des capteurs sur cette plante, au moment où on émet une pensée de détestation sur cette plante, la plante va réagir. De la même façon, ils ont fait une expérience très intéressante dans l'Institut HeartMath qui est aux États-Unis, qui s'occupe de ces choses-là. Ils ont mis une personne dans une chambre blindée, totalement blindée, ça veut dire totalement isolée, que rien ne peut atteindre. Et à l'extérieur, ils ont mis une personne qui devait envoyer, à certains moments qu'elle décidait, des intentions d'amour à la personne qui était dans la chambre blindée. Et donc, la personne qui était dans la chambre blindée n'avait aucune possibilité de savoir ce qui se passait, bien sûr. Et en fait, ils avaient des instruments de mesure énergétiques et puis au niveau du corps, du cœur, etc., sur la personne qui était dans la chambre blindée. Et ils se sont aperçus, en fait, qu'à chaque fois que la personne à l'extérieur envoyait cette intention d'amour, eh bien, il y avait des réactions significatives pour la personne qui était dans la chambre blindée. Donc, en fait, avec toutes ces expériences, il y en a eu plein d'autres. Actuellement, il y a plusieurs instituts aux États-Unis qui travaillent sur ces choses-là. On s'aperçoit qu'en fait, quand on a des intentions et des pensées, eh bien, on crée des choses en réalité. Ça va dans les corps énergétiques, ça va dans le corps physique. Si par exemple, j'ai une pensée tous les jours que je suis très mauvaise, eh bien, cette pensée, au départ, elle va aller dans mes corps énergétiques. Et puis après, petit à petit, si ça s'accumule pendant des années, cette pensée, elle va descendre dans mon corps physique. Et donc, elle va produire aussi des problèmes physiques. Parce que rien n'est séparé en nous. Tout est relié. Et si par exemple on a une pensée, souvent il y a beaucoup de personnes qui sont dans la comparaison, et moi la première aussi, je veux dire, c'est si on a ce genre de pensée, comment s'en débarrasser, parce que on a tendance, ça revient, on a tendance à se dire oui ça va mieux, et après ça revient, et c'est jamais évident de pas, quand on voit, surtout maintenant avec les réseaux, on voit souvent, oh il y en a un qui a un tel, oh il a soit plus abonnés, ou oh il a tel matériel, oh il a tel habit, et du coup on est tout sans cesse dans la comparaison, même involontairement, alors que je sais pas comment dire, contrairement, pas contrairement, mais pas inconsciemment, mais oui, involontairement. ouais, involontairement de notre volonté, c'est pas, ouais, pas contraire à notre volonté, enfin oui, quelque chose comme ça. C'est ça. Oui. C'est un programme en fait, c'est un conditionnement, toi. Tu cherches une comparaison avec des gens à l'extérieur. Ça part d'une blessure en fait. J'ai déjà accompagné ça souvent. La comparaison, ça vient la plupart du temps d'une blessure qui s'est produite dans la fratrie. Ça parle d'une blessure dans l'enfance. La comparaison, le besoin de se comparer, ça a une origine émotionnelle, une blessure dans l'enfance, dans la fratrie.
C'est qu'en général, à un moment ou à un autre, l'enfant, la personne qui était l'enfant, a vécu une comparaison de la part de ses parents ou de la part d'adultes qui étaient en charge de son éducation par rapport à d'autres. Donc, ça vient de là. À chaque fois que l'enfant est comparé par un adulte, il vit une souffrance parce qu'il n'est pas reconnu dans son intégrité d'enfant. Et cette blessure, en fait, si elle n'est pas soignée en thérapie, à l'état adulte, ça va donner le besoin de se comparer tout le temps, tout simplement. Donc, il faut travailler sur l'origine, il faut retrouver l'origine de la blessure et la soigner en thérapie. Et la comparaison disparaît, le besoin de se comparer disparaît totalement. J'ai vécu ça plein de fois avec des personnes dans mon cabinet. C'est très facile à guérir, mais il faut aller à l'origine. Si tu veux, moi, quand je travaille sur des problématiques des personnes, des souffrances, je les accompagne à aller à l'origine, à la racine. Parce que si on ne va pas à la racine de la souffrance, du symptôme, de la problématique, eh bien, la personne ne se guérit pas. Elle répète toujours les mêmes scénarios. Oui, après, c'est vrai que mais même si en bas, je sais que je fais beaucoup d'événements personnels et que je travaille sur moi, donc je fais les exercices. Par exemple, je prends la formation d'entraîner pour réussir, donc qui est un peu connue, qui est très connue avec de la Roche, et de faire les exercices sur le moment, ça va, ou de se remettre les vidéos pour se remettre l'énergie. Mais il y a des moments, soit quand on va pas la regarder, soit quand même malgré qu'on fasse ces exercices, on va retomber aussi dans ce dans ce mood, dans ce bad mood, on va dire, et comment maintenir justement ça, comment pouvoir rester constant et maintenir un bon mood, en fait, ou un good mood, parce que c'est... Ce que tu es en train d'expliquer, c'est que tu peux faire un très beau stage avec David Laroche, mais en fait, le problème, c'est que tout ce que moi j'aime beaucoup David Laroche, je l'apprécie beaucoup. La question, c'est si tu fais des formations avec lui, tu vas apprendre des outils, des choses intéressantes, mais en fait, ça ne va pas guérir des problématiques que tu peux avoir. Si tu as par exemple un complexe d'infériorité, si tu as un problème de comparaison, si tu as un manque de confiance en toi qui vient de ton enfance, eh bien, les programmes de David ne vont pas vraiment résoudre le problème parce que c'est un problème qui a besoin d'être résolu de façon thérapeutique. Et D'accord. David Laroche, c'est un mec génial, mais il n'est pas thérapeute. Donc les outils. Pourtant, dans ses formations, il explique même parce que lui-même, il disait au début, il avait un manque de confiance. Il donne l'exemple de sa propre personne et et justement, il y a des vidéos où il dit pour avoir, je sais que c'est pas classé par thème, et il y a formation sur la confiance, et du coup, il donne l'exercice. Mais peut-être effectivement, ces exercices, une fois qu'on a corrigé le problème de fond, peut-être effectivement. Voilà, exactement, c'est ça. Tu as très bien dit. Effectivement, moi, je n'ai pas du tout l'intention de taper sur David Laroche parce que je le trouve génial. Par contre, ce que je peux te dire, si tu veux, c'est qu'effectivement, ce que tu viens de dire est très juste. C'est-à-dire que les meilleurs exercices du monde pour se donner confiance, si on ne résout pas ce qui est à l'origine du manque de confiance, c'est-à-dire vraiment la racine de la blessure de l'enfance, eh bien, ça va être compliqué, ça va être beaucoup plus difficile. Alors que si Ah mince. Pourquoi ça a coupé? Pourquoi ça a coupé là? c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Oui, tu as raison, tout à fait, Maïlis, parce qu'en fait, les formations que peuvent donner des personnes comme David, c'est passionnant et c'est super bien fait. Par contre, ça va être beaucoup moins efficace si l'origine de la problématique, par exemple du manque de confiance dont on parle, si cette origine-là n'est pas soignée en thérapie, eh bien, les exercices vont être beaucoup plus difficiles à faire et ils vont avoir moins de réussite. Parce qu'il y a vraiment une blessure à l'origine. Comme je t'ai expliqué par rapport à la blessure de comparaison, par exemple, eh bien, si tu te raisonnes sur la comparaison, mais que tu n'as pas guéri l'origine, eh bien, la comparaison va continuer à se produire parce que c'est un programme qui vient de l'enfance. D'accord. Ah oui. Mm. Et après, comment, je sais, j'allais dire comment choisir son bon coach, son bon thérapeute, parce qu'effectivement, des psys, j'en ai vu, et ils n'ont pas forcément réussi à guérir. Je pense ils ont quand même réussi à soigner certaines choses ou à m'éclaircir sur certains points. Mais le problème de fond, je ne sais pas s'ils l'ont vraiment guéri, parce que si je suis encore dans cette comparaison ou dans ces jugements un peu moins, mais du coup, c'est que je pense que il y a encore il y a peut-être encore quelque chose à sortir ou à soigner, je Ah, pense. ça c'est sûr, parce que moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées sur la comparaison, ils se sont tous guéris. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose où tu n'es pas allé au fond. Alors, souvent, ce qui est important quand on choisit un ou une thérapeute, c'est vraiment de choisir quelqu'un qui travaille dans la dimension du corps et des émotions.
Ça, c'est fondamental. Si Oui, tu vas parce que avoir c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont thérapeutes ou beaucoup de personnes qui font plus ou moins la même chose avec, enfin, pas la même chose, mais ils vont apporter à leur manière des, ouais, la même, enfin, ils travaillent sur la même base, mais à leur manière, en fait. Oui, oui, oui. Bah, il y a plein de techniques thérapeutiques qui existent. Moi, ce que je t'explique, c'est que c'est très important de choisir quelqu'un qui travaille dans le corps et les émotions, parce que si tu vas avoir un thérapeute ou une thérapeute qui ne travaille que dans le mental, dans la tête, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, voilà. Il faut travailler dans le corps et les émotions, parce que c'est là qu'on sont enfermées toutes nos blessures et nos souffrances. Mm. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a une chose sur laquelle je veux revenir, sur ce que tu as dit juste avant, c'est-à-dire que le thérapeute te soigne. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Aucun thérapeute ne te soigne. C'est toi qui te soignes avec l'aide d'un thérapeute, ce qui est très différent. Parce que sinon, tu donnes un pouvoir au thérapeute ou à la thérapeute que nous n'avons pas. C'est toi qui te soignes. Et après, si tu viens voir un thérapeute ou une thérapeute qui est compétent, qui a beaucoup d'expérience et qui travaille dans différentes dimensions, eh bien, il va t'apporter un maximum d'outils et de choses pratiques pour que tu puisses, toi, te soigner, toi. Voilà. Ça, c'est très important parce que sinon, on donne un pouvoir au thérapeute ou à la thérapeute qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré. C'est de croire que c'est le thérapeute qui soigne. Moi, c'est pas du tout ma vision. Oui. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui, enfin, par rapport au côté psychologue ou machin, qui disent oh, les psychologues, ça aide pas vraiment parce qu'il y en a qui sont allés voir plusieurs psychologues, que ce soit que je connais, mais bah, ça les a pas aidés. Qu'est-ce que tu penses de la technique de la psychologue ou du psychiatre, peu importe, de la technique psychologique, de l'approche psychologique ou de l'approche du psychologue vers le patient? Est-ce que tu penses que c'est qu'ils abordent d'une bonne manière ou que ça dépend peut-être des psychologues peut-être? Oui, oui, je peux pas répondre de façon générale. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui est très important par rapport aux psychologues et aux psychiatres, par rapport aux thérapeutes comme moi, c'est que très souvent, ils n'ont pas fait de travail sur eux. Voilà, je dis très souvent parce qu'il y en a, oui. Et ça, pour moi, en tant que thérapeute, c'est fondamental. Pour moi, un thérapeute ou une thérapeute qui n'a pas fait de travail sur lui ou sur elle, c'est quelqu'un qui ne sera pas en mesure d'accompagner très loin quelqu'un. Voilà, ça, c'est la base. Pour moi, c'est avoir fait un travail sur soi. Et ensuite, la deuxième chose, c'est avoir fait une formation suffisamment longue, suffisamment sérieuse. J'ai fait 3 week-ends et puis ça y est, je suis thérapeute. Ça marche pas. Une formation solide de plusieurs années. Et ensuite, la troisième chose, que cette formation soit une formation qui aborde le corps et les émotions. Donc, dans ces 3 définitions que je viens de te donner, eh bien, tu vas trouver ça chez des thérapeutes comme moi, tu vas trouver ça chez des psychologues et tu vas trouver ça aussi chez des psychiatres. Et puis, tu vas trouver beaucoup de personnes qui n'ont pas fait tout ça. Et là, moi, ça me pose problème parce que je pense que ces personnes ne seront pas assez compétentes pour accompagner la personne qui a besoin d'être aidée et d'être libérée. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais justement pour te relaxer, te détendre? Ah, ben, disons que la première chose d'abord, c'est que justement, moi, je ne prends pas ce que vivent les gens. Je les invite à déposer ce qu'ils vivent, leurs souffrances, mais je ne les prends pas. Ce qui fait que quand je sors du cabinet ou quand je termine une consultation, eh bien, je continue ma vie. Je n'ai rien pris, c'est-à-dire que je me laisse toucher par les personnes. Ça, c'est très important. J'ai beaucoup de compassion et je suis très touchée par les personnes, mais je ne prends pas leur histoire ou leur souffrance. Ça, c'est la première chose, ça, c'est très important. Et la deuxième chose, je prends beaucoup soin de moi, puisque j'ai parlé de l'amour de moi-même tout à l'heure. Donc, je prends beaucoup soin de moi. Donc, j'ai des activités qui me font beaucoup de bien, qui me ressourcent. Voilà, je fais de la randonnée, je fais du chant, je fais de la danse, j'écris. Je vais beaucoup dans la nature, donc j'ai beaucoup d'espace, j'ai beaucoup d'amis. Voilà, j'ai beaucoup d'espace de ressourcement qui permettent que quand je suis face aux personnes, je me sens bien dans ma vie, bien dans ma peau et que je peux les aider vraiment. Et tu fais quel type de danse, danse libre ou danse Non, non, je fais du hip-hop, je fais du jazz et je fais du dancehall. Ah, c'est bien. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais, je fais plus de 4 heures de danse par semaine. J'adore ça. Ah Ouais, oui, c'est ouais. vrai que moi aussi j'adore la danse et ça permet de se libérer et enfin, c'est un peu un échappatoire de pouvoir se défouler. Ouais.
Ah oui, oui. Moi j'adore ça. La danse, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours fait de la danse toute ma vie. Et il y a 6 ans, je rêvais, j'allais voir tous les spectacles de hip-hop et tout ça. Et je rêvais de faire du hip-hop, mais je me disais, ah bah, c'est trop tard, je ferai ça dans une autre vie. Et puis il y a 6 ans, je me suis dit, mais pourquoi je n'essaierais pas? Et puis j'ai essayé, et puis j'ai adoré. Donc j'ai fait depuis 6 ans et c'est génial. Voilà. Oui. Et Ouais. quels sont tes mots d'ordre dans la vie, enfin tes mots qui t'impactent dans la vie? Ah ben c'est ce que j'ai un peu expliqué depuis tout à l'heure. Si L'amour, tu avais des mots, voilà, c'est de l'amour, ouais. l'amour, la paix, l'écoute, le partage, l'harmonie, le respect. Voilà, avec moi-même d'abord, avec les autres, avec tout ce qui existe, avec la terre, avec les animaux, avec tous les plantes, avec tout ce qui existe en fait. Et quel est ton péché mignon? Si tu avais un péché mignon, ce serait lequel? Oh ben peut-être le chocolat. Ah oui, c'est très addictif. Oh oui, enfin, disons que ma proportion d'addiction est très réduite, mais je tiens l'endroit où voilà, j'ai besoin de mon petit bout de chocolat par semaine. Voilà, j'en ai envie, enfin j'en ai besoin, pas vraiment, mais j'aime beaucoup le chocolat et j'aime bien avoir ce petit moment avec le chocolat. Voilà. Chocolat noir, c'est meilleur pour la santé, chocolat noir. Ah ouais, mais moi, je suis plus chocolat lait. Ah, bon, aussi alors. Bon, déjà, Plus dans tous les cas, les deux, ça peut être mieux que le chocolat blanc, parce que le chocolat blanc, c'est bon au goût, mais c'est moins bien pour la santé. Oui, oui, de toute façon, tout ce qui est sucré, c'est pas très bon pour la santé, hein. Mais bon, j'en mange de façon tout à fait modérée, donc ça va. De C'est toute façon, c'est comme tout, hein, faut tout prendre avec modération. c'est ça. C'est pas seulement pour l'alcool, hein, c'est pour tout. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'après, si on mange trop de chocolat, on a des crises de foie. Voilà, c'est ça. C'est comme moi. Euh, ouais. Alors, si tu devais, enfin, je sais pas, alors, je suis un petit comme ça. Si tu devais changer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi? Changer quelque chose dans ma vie. Euh, il faut que je me remette au piano et puis je traîne les pieds là en ce moment. J'en ai fait pendant plusieurs années et puis j'ai un peu de mal à m'y remettre là et j'ai un beau piano, peut-être tu le vois derrière moi là. Ouais. C'est ce que j'ai- Voilà, moi, j'ai décidé que j'allais m'y remettre bientôt. Voilà, donc il faut que je me coache moi-même pour me remettre au piano. Voilà. Je crois qu'il faut se coacher mutuellement parce que moi, c'est pareil pour la guitare. J'avais pris quelques petits cours, mais pareil, il faut que je me motive à me dire bon, allez, il faut que je m'y remette. Voilà, donc je vais essayer de me coacher moi-même également, mais c'est pas évident parce que tout seul sans prof. Ce qui est compliqué, c'est sans prof pour nous reprendre. C'est tout seul en autodidacte, c'est ça la difficulté. Oui, oui, bah, c'est-à-dire mon idée, c'est que comme j'en ai fait plusieurs années, je veux me remettre au niveau où j'étais il y a quelques années, et puis après, je vais reprendre des cours parce que je pense que c'est trop difficile toute seule. Mais il faut que je me remette à mon niveau parce que c'est bête d'aller retrouver un prof maintenant alors que j'ai perdu un peu parce que je savais jouer avec les deux mains, je savais bien lire les deux clés, tu vois, toutes les choses comme ça. Donc il faut que je m'y remette. Une fois que je serai retrouvé mon niveau, là, je pourrai reprendre des cours. Voilà. Ah oui. Ouais, ouais. Et Donc ça, peut-être qu'en prenant des cours, tu arriveras à reprendre rapidement ton niveau avec un prof. Peut-être que ça peut accélérer davantage, peut-être pour te remettre au niveau, non? oui, peut-être, c'est vrai. Je l'ai plutôt vu à l'envers, mais bon, je vais réfléchir. Peut-être que c'est une bonne idée. Je vais réfléchir à ton idée. Et si tu étais un pays, tu irais où? Ah, l'Italie, je suis d'origine italienne, j'adore l'Italie. D'accord, mais pas en ce moment parce que là, c'est un peu compliqué. C'est ce que j'ai entendu, oui, oui. Mais j'y vais très souvent. Moi, je suis d'origine de la Toscane, c'est une région que j'adore. Ah ouais, Ouais, c'est magnifique la Toscane. Ouais. ouais, c'est Tout ce qui magnifique. est Florence, Arezzo et Florence, Arezzo, c'est joli. Après, il y avait. Il y a j'aime- Sienne, Sienne, qui est Mm. ma ville adorée. J'adore Sienne, cette ville extraordinaire. Oui, Et si tu étais un vêtement, tu serais lequel? un vêtement, une jolie robe désiguale. Non, il ne faut pas donner de marque. Une jolie robe. C'est pas grave. Trop Ça fait tard. penser des iguales un peu caméléon. Ça peut faire une nouvelle marque, par exemple. Si tu étais un animal, tu serais lequel ou lesquels? Ça dépend si tu en as plusieurs. Ah, moi, j'ai mon animal totem, je sais ce que c'est la panthère noire. La panthère noire, ah ouais. Mm, mm, mm. Et Ouais, par ouais. rapport à quoi de symbolique derrière? Pour toi, elle Ah, symbolise quoi? beaucoup de choses. Il y a la douceur, il y a la puissance, il y a la beauté, il y a. Ouais, c'est ça.
c'est vraiment ça. Quand je faisais du théâtre d'impro, un jour j'avais incarné ça dans une impro, j'avais incarné une panthère et j'ai senti vraiment que c'était mon animal totem à moi. Voilà. D'accord. Ah, ça un peu. Ouais, bon, c'est les aléas du duplex, hein, où l'image n'est pas toujours raccord avec le son. Euh, qu'est-ce que et un peu la dernière question, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Ben, en fait, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle La Minute Quantique d'Amour. Je l'ai créée il y a un an et demi maintenant à peu près. Voilà, c'était vraiment les tout débuts. Je me suis fait je me suis offert un coaching vidéo par une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Florence Dotin. Et à partir de là, je me suis lancée. Donc maintenant, j'en ai fait une aujourd'hui. Je suis à la 23e Minute Quantique d'Amour. Et du coup, bah, quand j'ai reçu la proposition de rentrer dans l'académie, je me suis dit, tiens, ça va me permettre de rencontrer d'autres YouTubeurs et de voir un petit peu ce que font les autres et puis de me booster aussi un peu moi pour avancer par rapport à ce que je fais avec ma minute quantique d'amour. Voilà. D'accord. Bah, c'est bien, c'est un très riche et beau parcours. Merci à toi pour ce partage. Euh, Vous pouvez retrouver effectivement tous les sites, tout ce que fait Bianca en barre d'infos et aussi tout ce que je fais, le site que je fais et également les coachings et séminaires que propose l'Académie. Vous pouvez les retrouver en barre d'infos également. N'hésitez pas parce que c'est une expérience riche de rencontres avec d'autres créateurs et d'apprentissage d'outils importants pour l'avoir vécu également. Donc voilà, je vous dis à très vite. Portez-vous bien, sortez couverts, surtout en ce moment, ou sortez pas du tout d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Et je vous dis à très vite pour de prochaines interviews et je vous embrasse. Et n'oublie pas la devise Sun, Smile, Stars. Voilà, pour ceux qui ne savent pas l'anglais, soleil, sourire et étoile, mais bon, je pense que c'est des mots simples, donc vous allez comprendre. Allez, à très vite et bye. Et du coup, le petit mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose. Le petit mot de la fin, ben, plein d'amour, plein d'harmonie, plein de paix par rapport à ce que nous traversons en ce moment. Et j'ai d'ailleurs mis en ligne aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et sur mon site un outil concret pour aider les personnes à traverser tout ce qui se passe en ce moment. Donc, rendez-vous sur lechamducoeur.fr pour cet outil pour aider les personnes à traverser tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Bye Merci. bye. Merci.